Faut-il investir dans Broadcom? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On s'intéresse tout de suite à ce géant américain des semi-conducteurs. Le cours est au plus haut absolu. Est-ce que c'est encore le moment d'y rentrer? On va regarder ça. Donc, je mets à jour cette analyse parce que la publication a eu lieu cette semaine. Donc, normalement, enfin la semaine dernière. Donc, normalement, on a les chiffres. Ouais, c'est ça, on a les chiffres à mai 2020 mai 2025. On a 20%, donc 19,5 en médiane de croissance sur 12 mois glissants. C'est excellent. On voit que la croissance a réaccéléré jusqu'à fin 2024. Bon, on a ralenti un peu à nouveau, mais on est sur un niveau dans l'absolu qui est élevé. 34% de croissance du chiffre d'affaires, c'est excellent. Donc le cycle est en train de repartir sur les semi-conducteurs. Ça, c'est pas mal. Il y a 68 milliards d'acquisitions sur 10 ans. Donc ça booste évidemment la société. Maintenant, quand on regarde la market cap, c'est pas significatif, ces acquisitions. Donc le gros de cette croissance vient de la croissance organique. Donc très bien, on est sur une société en forte croissance. Les taux de marge, c'est ce qu'on veut voir. Taux de marge en augmentation depuis 10 ans. On passe au début de la décennie à 62% de taux de marge brut. Maintenant, on a 77%. Excellent. L'efficience opérationnelle a été maintenue, sauf depuis 2023. Ça, c'est un peu... il faut voir pourquoi est-ce que ça a baissé. Il y a une déperdition d'efficience opérationnelle ici. Mais ça semble rebondir un petit peu maintenant. Donc, on va voir si ça recolle bien avec le taux de marge brut. Dans l'absolu, c'est très élevé. 54% de taux de marge d'EBITDA, exceptionnel. Pareil pour le taux de marge net. Ça s'est quand même un peu plus creusé que le taux de marge d'EBITDA. Donc là, il y a eu des problèmes éventuellement. Ou alors, ici, ils ont dû faire de l'exceptionnel qui a gonflé le taux de marge net. Bon, ce qu'on veut voir, c'est que ce qu'on voit en tout cas, c'est que dans l'absolu, sur 10 ans, le taux de marge net a fortement augmenté également. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut voir également. Donc Broadcom, mais on le savait, c'est une société très qualitative. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Le BFR, est-ce qu'il est négatif? Oui, il est négatif. Sur ce genre de boîte, bon après, vu la taille de la boîte, c'est normal qu'elle ait un BFR négatif. On rappelle, le BFR, c'est l'argent que vous devez mettre pour faire tourner les opérations. Et en fait, cet argent, vous devez injecter de l'argent si vos clients vous payent après que vous deviez, que vous payez, vous ne payez vos fournisseurs. Et ce BFR est négatif quand vous avez le pouvoir d'imposer vos délais de paiement à vos clients et que vous payez vos fournisseurs plus tard. Donc là, ils sont en bonne situation par rapport à ce BFR, lui est négatif. Est-ce que justement la variation continue à être de plus en plus négative? Oui, donc ils ont de plus en plus de pouvoir, en plus de maîtriser leur BFR et les délais de paiement. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, les dépréciations amortissements vs la dépense en capital. Bon, on dépense toujours en capital, mais on fait toujours 2 milliards en excès par rapport aux dépréciations amortissements. C'est-à-dire qu'on continue à développer l'appareil productif. Donc ça, c'est bien pour la croissance future. Excellent. Et malgré cela, ils arrivent à avoir des free cash flow supérieurs aux bénéfices nets. Ils ont une dépense non cash de 50 milliards cumulés sur 10 ans. Donc, aucune idée de quoi il s'agit. Il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Mais ça, évidemment, ça aide beaucoup les free cash flow. Bon, pour Broadcom, on pourrait plutôt la valoriser par rapport au free cash flow plutôt que les bénéfices nets, parce que structurellement, l'entreprise dégage plus de free cash flow que de bénéfices nets. Donc ça, c'est très bien. La rentabilité maintenant, en termes de rendement des capitaux investis, hop, on est sur une médiane de 11,9. À l'heure actuelle, c'est 13%, donc c'est bien. C'est un niveau qui est... Bon, c'est une boîte américaine après, donc c'est pas exceptionnel pour une boîte américaine. Les boîtes américaines, souvent, elles tournent à 15% de rendement des capitaux investis, mais on est dans une industrie quand même qui est capital intensif, donc on a besoin de quand même pas mal de capital pour générer du profit. Bon, c'est pas mal. Ça rebondit bien en plus depuis 2024. On est à un niveau tout à fait correct. Maintenant, l'endettement. Alors, la dette a monté fortement ici. Est-ce que c'est lié à une acquisition? Ouais, c'est ça, c'est une acquisition. Bon, on est à moins de 2 fois l'EBITDA, donc il n'y a pas de sujet sur la dette, elle est soutenable, et puis en plus elle est en train de diminuer, donc aucun problème. 3 fois les free cash flow, c'est remboursable tranquillement. Ensuite, on regarde le rendement du dividende. Donc on a un rendement de l'actionnaire qui est à 1,6%, un dividende de 10,5 milliards qui est versé, ça représente la moitié des free cash flow, donc c'est soutenable en termes de payout par rapport au free cash flow. Il y a un peu de dilution à noter, enfin, en tout cas il y a un peu d'actions qui sont mises en circulation. Donc d'où elles viennent ces actions? Est-ce qu'elles viennent de l'autocontrôle ou est-ce que ce sont des nouvelles actions? Il faut vérifier. Si ce sont des nouvelles actions, évidemment, ça vous dilue en tant qu'actionnaire. Bon, après, on n'est pas sur Broadcom pour la rentabilité, pour le rendement de l'actionnaire, vu que 1,6%, c'est pas hyper élevé. Et cette
ce rendement de l'actionnaire, il n'est pas si élevé à cause de la valorisation. Voilà, on est à 39 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est quand même très élevé, contre 17 en médiane. Maintenant, vous l'avez vu, hein, c'est une boîte de croissance. Donc, sur ce genre de dossier, il faut normalement prendre la valorisation forward, c'est-à-dire sur les 12 prochains mois, même sur les 24 prochains mois ou les 36 prochains mois, puisqu'il y a de la croissance. Et regardez où est-ce qu'on se situe. Mais par rapport aux multiples de valeur d'entreprise sur EBITDA forward, on est aussi surcoté. Donc, conclusion du dossier Broadcom, ça reste très cher, comme d'habitude, mais il y a de la croissance en face et de la qualité, on va dire. Donc, si vous voulez rentrer sur du Broadcom, il va falloir le garder sur très long terme, hein, 5 à 10 ans minimum, parce que vous avez un risque déconvenu, hein, avec des multiples aussi élevés. S'il y a une publication qui se passe mal, le cours peut être divisé par 2 sans trop de problème, hein. Donc, méfiance sur ce genre de dossier. Si vous voulez spéculer à court terme, c'est pas le bon type de dossier, à mon avis, hein. Là, c'est plutôt pour le long terme. J'espère que cette revue de Broadcom vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.